Eh ben, Fanny, tu bois pas ton café? Il est pas mal, hein? Oh, t'as vu ça? Elon Musk aurait fait un salut nazi. Évidemment qu'en tant que diable, je trouve ça stylé, mais ça peut pas vraiment être un salut nazi. Bah tu sais bien, tu connais le bonhomme, il pourrait pas faire ça, c'est un mec en or, le type. Quoi, tu connais pas son histoire? Mais je pensais qu'en tant que robot, tu serais ultra calé sur Musk et tout. Comment ça, c'est raciste? On peut pas être raciste contre les robots, vous avez pas d'âme. Ah, tu t'es wokisé, Fanny, fais attention. Tu devrais mieux te renseigner, je veux dire, le gars a créé PayPal, Tesla, X et tout. Ouais, bah non, en fait, c'est pas si simple que ça. Laisse-moi t'expliquer l'histoire du gars pour mieux comprendre. Elon Musk est né en 1971 en Afrique du Sud, et je sais pas si vous en souvenez, mais entre 1948 et 1991, il y avait un petit régime politique tout à fait sympathique en Afrique du Sud qu'on appelait l'apartheid. Et qu'est-ce que c'est que l'apartheid? Eh ben c'est un peu comme dans District 9, mais au lieu des aliens, bah c'est des noirs, et les noirs ils avaient pas des super mechas géants et des flingues du futur, du coup c'était vachement moins bien. Ouais, pardon, je me concentre. Plus sérieusement, l'apartheid, pour faire un rapide résumé, c'est un système politique d'oppression d'un groupe racial ou ethnique sur un autre. C'est lorsque dans un pays, les lois et les institutions travaillent activement pour maintenir une domination d'un groupe ethnique sur un autre, ce qui se traduit par des actes de torture, de meurtre, de discrimination en tout genre. C'était le bon vieux temps, quoi. C'était mieux avant, j'arrête pas de le dire. C'est donc ce qui se pratiquait ouvertement en Afrique du Sud jusqu'en 1991, même si d'après certains, les discriminations envers les populations noires là-bas sont encore toujours bien présentes. Bref, on en parlera plus tard dans une autre vidéo sans doute, revenons au gars qui n'a pas fait de salut nazi. C'est donc dans ce contexte socio-politique que grandit Musk. Il est élevé dans un milieu blanc aisé où, d'après multiples interviews d'anciens camarades de classe et autres connaissances de l'époque, il est entouré d'une communauté à l'abri des réalités sociales du pays. Même si, il faut le noter, le père d'Elon, Errol Musk, aurait été élu comme conseiller municipal en 1972 dans un parti anti-apartheid. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et comme vous pourrez le constater, Errol et son fils disent beaucoup de choses et c'est parfois compliqué de savoir ce qui est vrai ou pas. Par exemple, à quel point était-il aisé? Ça c'est pas très clair. D'après Elon, sa famille était loin d'être riche, il s'est même endetté pour ses études d'après lui. Mais d'après son propre père, Errol, un ingénieur, leur foyer était bel et bien riche, en partie grâce à l'argent d'une mine de pierres précieuses dans laquelle le patriarche Musk aurait eu des parts. Cependant, Elon a de façon répétée démenti l'existence de cette mine. Alors qu'en est-il? La version de l'histoire d'Errol, le paternel, semble changer aussi souvent que je change de slip, c'est-à-dire à peu près une fois par an. Parfois, il avait des parts dans une mine, et parfois il avait simplement vendu un avion à des Italiens contre des émeraudes. D'après l'une de ses interviews en 2021, c'était une poignée de main avec un Panaméen qui m'a donné quelque chose comme 110 émeraudes d'un coup et quelques autres pierres durant les quelques années suivantes. Mais dans une interview de 2018, le même Errol disait qu'ils avaient tellement d'émeraudes qu'Elon lui en avait même volé pour aller les vendre avec son frère. Il dit aussi, je cite, « Je suis alors devenu propriétaire de la moitié de la mine et nous recevions des émeraudes pendant les 6 années suivantes. » Et malgré le fait qu'Elon ait démenti l'existence de cette mine à multiples reprises, il a avoué dans une interview en 2014 pour Forbes, je cite, en Afrique du Sud, mon père avait un jet privé qu'on utilisait dans des conditions météo très dangereuses. Ça va vous paraître un peu dingue, mais mon père avait aussi des parts dans une mine d'émeraude en Zambie. Cette interview n'est bizarrement plus disponible sur le site de Forbes. Donc ouais, ces histoires d'émeraude, c'est assez chaotique. Quelqu'un a dit émeraude du chaos? Non. Ah. Bon Mais merde! Maudit sois-tu, Jim Carrey! Ah, bref, émeraude ou pas, on comprend quand même que la jeunesse d'Elon Musk s'est faite dans un milieu privilégié. Mais lorsque Elon quitte l'Afrique pour le Canada à la fin des années 80, il se retrouve relativement pauvre, enfin, d'après lui bien sûr. Même si on ne profite pas du capital monétaire familial, on profite toujours du capital culturel et du réseau du milieu dans lequel on a grandi. Mais bon, vous inquiétez pas, on y arrive. En ce qui concerne une aide parentale, Errol aurait aidé à hauteur de 30 000 $ la création de la première entreprise d'Elon qu'il avait fondée avec Greg Coury et son frère Kimball Musk. Leur mère les aurait également aidés à hauteur de 10 000 $, voire plus. Elon dément ça aussi, disant que son père ne l'a jamais aidé du tout. En tout cas, la personne qui l'a bien aidé, c'était ce fameux Greg Coury, qui était un ami de la famille au Canada, un businessman qui a investi dans le projet des frères Musk. C'est lui qui leur a apporté les connexions nécessaires, le réseau qui leur a permis de développer leur entreprise. On est déjà loin du petit gars qui a tout fait tout seul et qui avait rien du tout au départ, mais c'est pas grave, c'est un génie, faites pas chier.
Dans tous les cas, le premier gros projet d'Elon se nommait Zip2. C'était une sorte de page jaune en ligne pour la faire courte. D'après ce que j'ai compris, c'était extrêmement simpliste et ça marchait pas très bien. Le management de Elon était tellement mauvais qu'il a dû quitter son poste de chef de l'entreprise. Il est remplacé par Richard Sorkin, qui change la fonction du site pour en faire un outil pour la presse. Il engage des nouveaux programmeurs qui découvrent le code d'Elon et ils sont époustouflés par la vue d'un aussi gros tas de merde. En effet, d'après le livre Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future de Ashley Vance, lorsque les codeurs professionnels sont arrivés dans l'entreprise, ils ont vu le travail que Musk avait fait sur Zip2 et ils ont dû pratiquement tout réécrire. C'est quand même totalement con de réécrire le code d'un génie, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Musk, qui n'avait pas fini ses études, serait tombé dans les pièges de codeurs autodidactes et son code était instable. Elon est alors très fâché. Des tensions montent dans l'entreprise, empêchant la fusion entre Zip2 et un compétiteur nommé CitySearch. En effet, cette fusion aurait fait perdre son poste à responsabilité à Musk. Apparemment, la situation était tellement merdique que Sorkin quitta l'entreprise. Zip2 ne faisait alors que perdre de l'argent et pourtant, l'entreprise fut acquise par Compaq en 1999. Mais pourquoi investir dans un truc codé avec les fesses qui perd de l'argent comme ça, me demandez-vous? Devait quand même y avoir quelque chose de bien pour que les gens investissent dedans. Je veux dire, il y avait quand même le code du génie Elon Musk. Enfin, pas vraiment du coup, mais quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la fin des années 90, il y avait ce qu'on appelle le dot-com bubble. En gros, c'était une bulle spéculative de stock market qui a vu son pic en début 2000. Le monde commençait à découvrir Internet à ce moment-là. Les entreprises investissaient en masse dans plein de nouveaux sites Internet à la con. De 1998 à 2000, les taux d'intérêt pour les startups en technologie étaient extrêmement bas. Tout le monde s'y mettait, ce qui déclencha une explosion de cette bulle spéculative à partir de mars 2000, où la plupart de ces entreprises ont fini par se casser la gueule. Bref, c'est en partie pour cela que Zip2 fut acquis par Compaq. En 99, on était en plein dans cette bulle spéculative, et à ce moment-là, plus t'avais de sites internet sous ton aile, mieux c'était, qu'il soit rentable ou non. Ce qui défonça Compaq par ailleurs, qui se ramassa dans les pâquerettes peu après l'acquisition de Zip2. Mais bon, passons. Lorsque Zip2 est vendu 300 millions à peu près, Elon en touche 22. En tant que génie absolu, il utilise ses fonds pour investir dans une voiture de luxe qu'il défonce peu de temps après. Il utilise ce qu'il reste pour fonder X.com. Pas le réseau social, hein, on va y venir. Non, c'est ce qui va devenir PayPal plus tard. Enfin, pas vraiment, vous allez voir. Et quand je dis qu'il a fondé, je veux bien dire qu'il a cofondé. En effet, c'est en partie grâce à Bill Harris, Harris Fricker, oui, il y a deux Harris différents, Edward Ho et Christopher Payne qu'il a pu se lancer dans la banque en ligne. En particulier, Bill Harris en tant que PDG et Harris Fricker qui était banquier. C'était lui qui a permis d'amener les gens et le savoir-faire en termes de gestion monétaire en ligne. Cependant, Musk était l'actionnaire le plus important grâce aux millions de Zip2. C'est donc lui qui contrôlait l'entreprise, et apparemment, il la contrôlait pas très bien. Apparemment, les tensions étaient telles que Fricker tenta de renverser Musk 5 mois après le début de l'entreprise. Cela a échoué, et les trois bonshommes Fricker, Payne et Ho s'en allèrent de l'entreprise. D'après les personnes qui restaient, X.com était un chaos sans nom et le site fonctionnait à peine. En parallèle, une autre entreprise nommée Confinity se lance aussi dans la banque en ligne, avec un petit site nommé PayPal. Tiens, ça me dit un truc, ça, tiens. Je vous passe les détails, mais Confinity décide alors de fusionner leur site en mars 2000. Ça n'a pas eu être facile de choisir quel nom garder. Bon Elon, désolé, mais avec les collègues, on a décidé de garder PayPal comme nom. Pourquoi? X, c'est vachement plus stylé quand même. Ouais, mais on dirait un site de cul, c'est pas clair ce que ça veut dire X. Mais c'est trop juste. Oh, vas-y, fais pas la tête. Tu sais quoi, on va dire que c'est toi qui as eu l'idée du site, d'accord? Ça te remontrait le moral. D'accord, ouais. C'est bien, tiens, bonbon, t'es courageux. C'est quoi comme bonbon? C'est un bonbon X. Yeah! Elon Musk reste grâce à ses actions et investissements dans l'entreprise, mais les tensions internes poussent Peter Thiel, un fondateur de Confinity, à partir. Musk prend alors la place de Bill Harris en tant que président de l'entreprise, pour, je cite, centraliser l'autorité. La gestion de l'entreprise par Musk était, semble-t-il, totalement catastrophique, à tel point qu'il fut éjecté de son poste par les employés de la boîte pendant qu'il était parti pour sa lune de miel seulement 7 mois après la fusion. Enfin, en 2002, eBay achètera PayPal pour 1,5 milliard, 2 ans après le départ d'Elon Musk. Ce qui ne l'a pas empêché, en tant qu'actionnaire, de toucher 180 millions de dollars grâce à la vente de cette entreprise, où en fait,
il avait pas fait grand-chose. Ouais, heureusement, il a fondé Tesla derrière, hein. Enfin... Ouais, non, c'est pas si simple que ça, non. La compagnie de véhicules Tesla Motors fut fondée en 2003 par Martin Eberhard et Mark Taperning, pas par Elon Musk. Mais on m'a toujours dit que c'était Elon Musk qui avait fait PayPal et Tesla. Ouais, non. Mais ma vie est un mensonge en fait. Ouais. Ok, Casse-toi, Jimmy. ça roule. C'était Jimmy, c'est un connard, personne ne l'aime et il mourra tout seul dans la rue. Bref, Martin et Mark, qui avaient déjà eu un certain succès avec leurs précédents projets, utilisent leurs fonds pour lancer un premier prototype de voiture électrique nommé le Roadster. Ils sont accompagnés par un ami à eux nommé Wright, qui sera le chef de développement des véhicules. Jusque-là, il n'y a pas un poil de fesses de Musk dans l'histoire. C'est en 2004 que Elon rentre dans le bazar lorsqu'il rencontre Eberhard et décide d'investir dans Tesla. Il prend de plus en plus d'importance, ce qui déplaît à Wright qui décide de partir pour fonder sa propre entreprise. Elon finit par virer Eberhard ainsi que les autres personnes qui dirigeaient Tesla avant lui. Eberhard porte plainte contre Musk pour de multiples raisons, dont le fait qu'il aurait brisé le contrat et tenté de prendre le crédit des machines que Eberhard avait inventées. En effet, Elon Musk n'avait aucun mal à se désigner déjà lui-même comme fondateur de l'entreprise. Et alors que Tesla se cassait la gueule pendant la crise de 2008, Musk décide pour sauver l'entreprise de courir après une subvention publique de 25 milliards. Mais comme Tesla n'avait pas prouvé qu'elle était capable de produire assez de véhicules de qualité pour obtenir cette subvention, Musk ment à une autre entreprise automobile pour obtenir leur soutien. They needed to show they had the support of other corporate investors, specifically traditional automakers like Daimler, the makers of Mercedes and other cars, but Daimler wouldn't be interested in investing if they didn't get the loan. He'd announced that the loan was approved before Tesla had even submitted a complete application for the loan, let alone received any kind of actual approval for it. By saying that this was a done deal, that gave Daimler the confidence to partner with them. And having that partnership with a century-old, one of the biggest names in the car business, in turn gave the government the confidence in Tesla's viability to then ultimately give them the loan. And so it's this circular trick that Elon plays. Ce qui est assez marrant lorsque tu le vois mal parler des entreprises financées par les gouvernements aujourd'hui. On commence à voir un pattern un peu. Le gars crée rien ou pas grand chose, vire tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre et empoche l'argent des autres. Et tu sais comment on appelle ce genre de type dans la société d'aujourd'hui, Fanny? Eh oui, un escroc, un génie, bien sûr, un génie. Et il resta président de Tesla jusqu'en 2018 lorsqu'il fut accusé de fraude. Il put éviter le tribunal en payant 40 millions et en quittant son poste. Bref, vous voyez le délire quoi. Évidemment, Elon Musk, c'est pas que ça. Je suis pas là pour vous raconter si c'est un charlatan ou non. Non, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est toujours des histoires collectives. Que ce soit PayPal, Tesla, SpaceX ou je ne sais quoi, c'est jamais Elon qui se réveille un matin tout seul et qui fait « Je vais faire une fusée tout seul. Non, ça se passe plutôt comme ça. Je vais exploiter plein de gens pour qu'ils me fassent une fusée. Voire plutôt comme ça. Je vais prendre l'idée de quelqu'un d'autre, dire que c'est la mienne et exploiter plein de gens pour la réaliser. Yeah! Il n'y a jamais de création spontanée qui vient de nulle part, surtout pas à des échelles comme celle de Tesla ou de SpaceX. C'est le travail de dizaines, de centaines, voire de milliers de personnes qui font tourner ces entreprises. C'est une armée d'ingénieurs qui conçoivent les produits que vous voyez, et c'est une armée encore plus grande d'ouvriers mal payés qui les produisent. Et comment je sais qu'ils sont mal payés? C'est très simple. S'ils étaient bien payés, Elon ne serait pas milliardaire. Mais plus sérieusement, ça a l'air chaud de bosser à Tesla ou d'être une bestiole à Neuralink. Hein. I started working at Tesla when I was about 23 years old. It was cool at first, like an orientation, they say all the right things. But what was kind of odd, like my very first day on the line, the person that was training me was like, whatever you heard in orientation, don't believe it. It's all a lie. And I was like, what do you mean by that? And he was like, you'll see for yourself. Well, I realized that when I looked around at a lot of the managers, a lot of them weren't black. There's a bunch of black people working here. How come they're not promoting anybody? And then the use of the N-word was used a lot on my line. So when I started hearing that, it kind of made me feel like I don't want to be here like that, but I need to be here because of the money. The manager, she didn't care what was going on. She told me she didn't care. Like her job was to make sure cars got out. She told me to just, do my job.
I just felt at the time when I saw that, like how bad of a person he was for saying that. After my complaints numerous times, then they brought HR down. Then I talked to HR about what was going on the line. They made it seem like everything was going to be okay, but probably a few weeks after that, I ended up getting let go for no reason. I got let go for not having a positive attitude. Dans tous les cas, il faut vous méfier des génies, des gens qui se sont faits tout seuls ou je ne sais pas quoi, car personne ne s'est fait tout seul. Comme on a pu le voir, la création d'une grande entreprise, c'est pas seulement 3 connards dans un garage, c'est toujours un processus qui implique toujours bien plus de personnes qu'on ne le pense. Il y a toujours un contexte et des aides extérieures qu'on aime oublier. Et pour toutes les grandes fortunes, c'est pareil, leur réussite vient jamais de nulle part. On en parle assez longuement dans ma vidéo sur à quoi servent les riches. Pour la première fortune française, Bernard Arnault, il a plus ou moins hérité de l'entreprise de son père en 78, entreprise que le paternel avait acquis grâce à son mariage avec la fille du fondateur. Françoise Bettencourt-Meyer est aussi née relativement fortunée à Neuilly-sur-Seine, entourée de ses parents PDG. Et pour Axel Dumas, il a également plus ou moins hérité de Hermès grâce à sa mère qui dirigeait la production et aussi grâce à son oncle PDG. Mais vous vous dites évidemment que certains partent de rien et construisent eux-mêmes leur fortune, comme Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde. Il a commencé Amazon tout seul dans son garage, le gars. C'est un self-made man. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que ses parents lui avaient donné un petit coup de pouce de 245 000 $ pour l'aider à se lancer. Je veux dire, c'est normal, tous les parents font ça. It's not been easy for me. It has not been easy for me. And, you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. Monsieur le milliardaire, dites-nous le secret pour devenir riche comme vous. Eh bien, il n'y a pas de secret. Il suffit de travailler très dur et d'être né au bon endroit, au bon moment, dans la bonne famille, avec les bonnes conditions mentales et physiques, et d'avoir les bons contacts et le tour est joué. Comme quoi, vous voyez, tout le monde peut y arriver si on le veut vraiment. Merci, votre milliarditude. On peut choisir de raconter l'histoire de Musk comme étant un jeune parti de rien qui s'est créé tout seul loin de chez lui, ou on peut raconter l'histoire de Musk qui, de par sa famille aisée, avait les contacts nécessaires et le capital culturel pour se lancer dans l'entrepreneuriat malgré ses capacités médiocres en code. On peut raconter l'histoire d'Apple, selon laquelle Steve Jobs a tout créé tout seul dans son garage, ou on peut raconter le fait que c'est en réalité Steve Wozniak qui a créé l'Apple 1 et 2 grâce aux ressources de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Jobs se contentant d'être le marketeur et de prendre les idées d'un club d'informaticiens anarchistes nommé le Homebrew Computer Club. On peut raconter l'histoire de Disney comme étant un génie créatif qui a monté tout seul le plus grand géant du divertissement, ou on peut raconter comment il était simplement un bon businessman qui travaillait aux côtés de l'artiste Ub-Iwerks avant de détruire la carrière de ce dernier. Si ça vous intéresse, j'ai toute une vidéo là-dessus. Bref, j'en passe et des meilleurs, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est jamais l'histoire d'un gars qui réussit tout seul. Ça veut pas dire qu'il y a jamais des gens qui font des trucs intéressants et qui ont des bonnes idées. Ça veut juste dire que l'histoire du self-made man, c'est juste ça. Une histoire. Ouais, mais moi je connais un gars, mais il s'est fait tout seul et c'est trop stylé, maintenant il est trop riche, pour de vrai, hein, je le connais, ouais. Et bah c'est super, il y en a un qui s'en sort et tout le reste crève la dalle, c'est vachement bien fait. Le système fonctionne, un connard mangez les autres crèves. Pourquoi s'accroche-t-on tellement à cette histoire? Pour mieux comprendre cela, je vous conseille la vidéo Musk, Bezos, etc. En finir avec le mythe de la méritocratie des milliardaires. Alors, en fait, on a toujours une façon de raconter les choses qui consiste à expliquer qu'on part du dénuement, qu'on part d'individualité, alors qu'un récit alternatif beaucoup plus, vraisemblable et en raccord avec ce qu'on sait scientifiquement du processus de création entrepreneuriale serait de dire qu'en fait, c'est l'excroissance d'un écosystème qui se nourrit de lui-même, c'est-à-dire qu'on a un écosystème, la Silicon Valley, qui se construit depuis le tout début du XXe siècle, notamment grâce aux investissements massifs réalisés par l'État. Et dans cet écosystème, on a tout un ensemble d'entreprises qui naissent les unes des autres, en fait. Et en fait, quand on cherche l'origine d'une invention, d'un produit, d'une nouvelle industrie, d'un nouvel objet comme le micro-ordinateur, on peut jamais remonter à une personne, ni même à quelques personnes. On remonte toujours à des centaines, à des milliers de personnes qui s'étalent dans le temps, comme ça, sur une chaîne de l'innovation. Et alors ça, c'est plus compliqué à raconter, mais surtout, à un niveau politique, ça explique bien que la création de valeur, c'est une source vraiment collective, indissociablement collective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les apports des uns et des autres, tellement le processus est intriqué. Alors dans un récit beaucoup plus capitaliste, on va dire, beaucoup plus pro-libéral, on va avoir tendance à héroïser quelques individus comme supérieurs et comme ayant
à partir de cette supériorité de vision, de création, étaient ceux qui nous ont amené les bienfaits des nouvelles technologies, etc., etc. Donc on a un récit qui est beaucoup plus individualisant, héroïsant, parce que ça permet en fait, dans l'ensemble de la force de travail, de l'écosystème qui est nécessaire de mobiliser pour créer de manière industriellement, eh ben ça permet d'extraire des individus qui seraient supérieurs et qui mériteraient donc d'être supérieurement récompensés. C'est inspirant, ça donne l'impression que toi aussi tu peux y arriver, si tu travailles assez fort, si tu crois assez dans le système. Car c'est ce système libéral de marché qui a permis à ces héros, ces génies, de devenir les milliardaires qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'ils le méritent. Donc le système fonctionne forcément. Tu vas pas te mettre à les critiquer, ils sauvent le monde, bordel de merde. Ils créent de l'emploi, et l'emploi c'est forcément bien. Peu importe ce que tu produis, avec qui, avec quoi, peu importe les conditions de travail, peu importe les répercussions écologiques et sociales. Et même quand ils détruisent des emplois, c'est bien, alors arrête de faire chier. Ces gens, Jobs, Musk, Bezos, ils ont les moyens de réécrire leur propre histoire. Ils choisissent leur biographe, ils déterminent la narration qu'on fait d'eux. Cela justifie l'existence absurde de milliardaires, alors que des travailleurs et travailleuses crèvent de faim sous l'inflation et les injustices sociales. Ça approuve l'influence si énorme de ces gens qui peuvent même intervenir dans le paysage politique et culturel de pays entiers. Parce que bon, moi, je suis influenceur à ce qui paraît, mais eux, ils sont influenceurs. Ces géants multimilliardaires passent leur vie à influencer la vie de tout le monde. On les voit avec les présidents, ils détiennent la télé, les journaux, les réseaux sociaux, les manuels scolaires, ils financent même les partis politiques grâce à leur fortune. Ils façonnent littéralement le monde à leur image, ou en tout cas à l'image qu'ils veulent qu'on ait d'eux. Ils ont un pouvoir énorme, et vous savez ce qu'on dit quand on a un grand pouvoir. Quoi, des responsabilités? Non, 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 non. Un grand pouvoir, ça implique que tu fais ce que tu veux, ma gueule! Oui, moi aussi j'ai trouvé ça très émouvant ce passage dans le film. Et pourtant, les entreprises de ces gens qui se sont faits tout seuls, qui sont trop forts, trop géniaux pour échouer, dépendent toujours plus ou moins de subventions publiques. On en a déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais en France, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros d'argent public qui partent dans les grandes entreprises, et donc dans les entreprises qui devraient pas en avoir besoin. Et c'est pareil aux États-Unis. Elon critique la BBC et la CBC en les targuant de médias financés par le gouvernement, alors que ses propres entreprises touche des milliards de subventions publiques. On l'a vu plus tôt, si Tesla a survécu, c'est uniquement parce que Musk a menti pour obtenir des milliards d'argent public. Pendant la pandémie, Tesla a encore reçu en soum des milliards de dollars du gouvernement américain. La valeur de la part de Tesla entre 2020 et 2021 a été multipliée par 10. Ouais, c'est parce qu'ils ont vendu 10 fois plus de voitures pendant que les gens étaient enfermés chez eux, bien sûr, oui. Et même si pendant longtemps Elon ne touchait pas vraiment de salaire, rien qu'en 2021, il a touché 18 043 fois plus de thunes qu'un employé moyen à Tesla. Et il le mérite, voyez vous-même. Les papiers de Tesla justifient cette rémunération démente en disant que c'est parce qu'il est une bonne figure publicitaire et qu'il plaît au public et aux investisseurs. La valeur qu'Elon apporte à Tesla vient donc de son aura, pas de son travail, pas de ses capacités techniques ou savantes. Tout repose sur son personnage, son histoire qui plaît aux clients et aux gens qui ont de la thune. C'est pour ça que ce mythe du génie self-made man est si important pour eux. Et que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, lorsqu'on leur donne pas directement de l'argent, on leur fait payer de moins en moins d'impôts. Du coup, d'un côté, on leur donne de plus en plus d'argent et ils en rendent de moins en moins. C'est quand même vachement bien fait, je trouve. Et ils peuvent chialer comme ils veulent, on pourrait les taxer 100 fois plus, ils seraient toujours pétés de thunes, les mecs. Selon une enquête de ProPublica, Elon Musk a payé peu ou pas d'impôts du tout sur le revenu pendant des années. Entre 2014 et 2018, le milliardaire a payé un total de 455 millions de dollars d'impôts fédéraux sur le revenu, alors même que sa fortune personnelle augmentait de plus de 13 milliards de dollars. En 2018, Elon Musk n'a payé aucun impôt sur le revenu, selon ce même rapport. Pensez-y à la prochaine fin de mois difficile. Chérie, je viens de recevoir une lettre de l'URSSAF. Ah, et ça dit quoi? Qu'on leur doit 10 000 euros ce mois-ci. Mais on gagne le SMIC à nous deux réunis, c'est pas juste. Ouais, mais pense à ce pauvre Bernard Arnault qui doit verser 2% de ses revenus, des fois on sait pas. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé, le pauvre. Vous rigolez, mais sans ces géants de la tech, vous feriez pas des vidéos sur YouTube en ce moment? Ouais, peut-être, j'aurais dû faire autre chose. Ah, quoi? Bah, vous l'avez dit vous-même, vous auriez dû faire autre chose, du coup... Bah ouais, je ferai autre chose, c'est pas grave, hein, la vie c'est pas que YouTube. Ah. Bon bah, au revoir, hein. Ouais, salut, ouais.
On laisse rentrer n'importe qui dans ce bâtiment, c'est un truc de fou. Bref, tout ça pour dire que Musk et tous ses potos milliardaires, c'est peut-être pas des super génies de fou avec un QI de 300 milliards, que nous on peut pas les comprendre, parce que eux ils se sont fait tout seuls et ils sont trop forts en fait. Contrairement à moi bien sûr, mais ça va sans dire. Et c'est pour ça que c'est flippant de voir que Trump offre l'accès à Elon Musk au système de paiement du gouvernement américain. Et contrairement aux gens du gouvernement qui sont élus pour pourrir la vie des gens, les personnes comme Elon Musk ne sont même pas élues. Alors quelle légitimité ils peuvent bien avoir? Enfin, c'est ce que je dirais si j'étais un jaloux qui déteste la réussite, bien sûr. Mais moi, je trouve ça très bien qu'Elon Musk puisse faire des visioconférences avec le plus gros parti d'extrême droite allemand pour leur dire qu'ils sont l'espoir du pays et qu'il fallait pas culpabiliser pour leurs actions passées. J'admire le fait qu'il puisse dire en toute impunité que Hitler était un communiste pour galvaniser ces masses d'extrême droite. J'adore qu'un citoyen privé puisse exiger d'un pays souverain la libération d'un militant d'extrême droite. Je fonds à l'idée de ce milliardaire qui promeut l'idée de virer les employés en grève et qui fustige les syndicats de ces travailleurs précaires. J'adore qu'il puisse utiliser le réseau social qu'il a acheté pour partager exclusivement du contenu d'extrême droite. Je kiffe qu'ils disent défendre la liberté d'expression tout en bannissant les gens qui parlent de cis ou de transidentité. J'adore que pour lui la liberté d'expression s'arrête dès qu'on commence à le critiquer. Dans ce cas-là, il porte plainte pour diffamation directe. Car comme on peut le lire dans ce dictionnaire que j'ai écrit moi-même, la liberté d'expression, c'est lorsque je peux dire toutes les conneries que je veux, peu importe si c'est des trucs faux, discriminatoires ou manipulateurs, et que personne d'autre n'a le droit de me contredire. Les merveilles de l'auto-édition, n'est-ce pas? Je veux aujourd'hui vous parler d'une chose fragile et précieuse, la liberté d'expression sur Internet. De nombreux officiels européens ou encore le ministre français des Affaires étrangères réclame l'interdiction de la plateforme numérique X, anciennement Twitter, au motif que son propriétaire Elon Musk l'utiliserait pour promouvoir un certain nombre de valeurs et d'opinions ou promouvoir certains candidats aux élections. Alors, en l'occurrence, les valeurs et les opinions, elles sont condamnées en France. Ce sont en France des délits, puisque je vous rappelle que vous avez sous la plume d'Elon Musk des tweets qui étaient clairement, explicitement homophobes, des tweets qui étaient clairement, explicitement antisémites. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, le Rassemblement national qui prétend lutter contre l'antisémitisme d'extrême gauche, là, quand il s'agit de défendre un authentique antisémite, Elon Musk, pas de problème. Donc voilà ce que Jordan Bardella qualifie ici très tranquillement de valeurs et d'opinions. Promouvoir certains candidats aux élections. Promouvoir certains candidats aux élections, voir Elon Musk, milliardaire américain, membre de l'administration Trump, chercher à peser directement via son média sur le résultat des élections, notamment en Allemagne. Ça s'appelle tout simplement une opération de déstabilisation. Ça ne manque pas d'ironie de voir Jordan Bardella défendre le droit à Elon Musk de priver les citoyennes et les citoyens de certains pays d'Europe d'une partie de leur souveraineté, puisque la souveraineté, c'est aussi avoir le droit de se forger son opinion dans un débat public qui n'aura pas été biaisé par un milliardaire étranger. Mais alors, c'est pas fini. Enters a new challenger. Louis Sarkozy, mesdames, messieurs, qui vient prendre la défense de Jordan Bardella avec cette phrase: la liberté d'expression implique précisément le droit de diffuser de fausses informations. Alors lui, il est super. En France, Louis Sarkozy, on lui rappelle peut-être que la liberté d'expression n'implique pas le droit de diffuser de fausses informations, que au contraire, on considère, mais c'est notre vision française de la liberté d'expression, on considère précisément que pour que la liberté d'expression de chacune et chacun et le débat public de manière générale puisse se dérouler dans de bonnes conditions, ce débat doit obéir à des règles et que donc, en France, non, on n'a pas le droit de diffamer quelqu'un, on n'a pas le droit d'inciter à la haine, on n'a pas le droit de soutenir des positions négationnistes et on n'a pas le droit non plus de diffuser de fausses informations, de biaiser le débat public, voyez. Mais ça, c'est pas pour limiter la liberté d'expression, c'est parce qu'on estime que, au contraire, ce sont les conditions d'un débat public sain, d'un débat public régulé qui permettent à chacune et chacun d'exprimer son opinion de manière libre et sereine, de manière libre et équitable. Récemment, dans un rapport interne, le réseau social X affirme lui-même que, je cite, X n'a pas mis en place les contrôles suffisants pour empêcher son interface de tromper et manipuler ses utilisateurs. D'après David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS, on sait que Musk a explicitement demandé à ses ingénieurs de changer l'algorithme pour que l'on voit plus ses tweets à lui et les tweets de ses proches. Ce que vous recevez dans votre fil d'actualité n'est pas une retranscription neutre de ce que produisent vos abonnés ou vos abonnements.
Une étude menée par des journalistes du Wall Street Journal a tenté de décrypter les algorithmes de X pendant les élections américaines de 2024, afin de déterminer si la plateforme rachetée par Elon Musk valorisait tel ou tel candidat. Ce qu'ils ont constaté, c'est que sur tous les comptes neutres qu'ils ont créés, seulement un d'entre eux avait du contenu démocrate qui lui était recommandé. Le reste du contenu politique proposé par X était du contenu pro-républicain, ou autrement dit, pro-Trump. Après, pour être franc, déjà à l'époque de Twitter, une enquête interne avait révélé que, je cite, « Nos résultats révèlent une tendance remarquablement cohérente. Dans 6 pays sur les 7 étudiés, le courant de droite bénéficie d'une amplification algorithmique plus élevée que celui de gauche. » Donc Musk a même pas inventé ça non plus finalement. Après voilà, c'est à vous de voir si vous aimez la réussite ou si vous êtes des gens aigris qui trouvent pas ça normal que des individus qui ont créé leur fortune sur le travail des autres puissent influencer des pays entiers. De quoi on parlait déjà ? Thank you. Ah oui, ça, il s'est peut-être juste gouré de mouvement, comment t'aurais voulu qu'il fasse sinon ? I just want to say I love you guys. Ok, c'est un mouvement de merde, il s'est gouré, c'est tout, c'est pas comme s'il avait fait plusieurs fois. Ouais bon ok, il l'a fait 2 fois. Mais bon, c'est un salut romain, c'est bon, c'est pas la peine de s'énerver, oh. C'est quoi le salut romain? On peut le savoir grâce à cette étude passionnante dédiée au sujet. Et là, idée reçue, l'historien nous prévient tout de suite, dans la Rome antique, personne ne saluait, ne disait coucou avec le bras tendu et les phalanges collées. Je vous laisse regarder cette petite capsule, il le montre très bien. La première bascule a lieu en 1914 avec ce film qui a connu un succès colossal, Cabiria, scénarisé par le poète italien Gabriele D'Annunzio qui va intégrer dans le film plusieurs saluts romains. Et seule certitude, les fascistes ont récupéré à D'Annunzio toute la symbolique qu'il avait déployée à Fiume, dont le fameux salut. Ce sont des films ultérieurs comme ici Scipion l'Africain 1937 qui vont fixer les caractéristiques du salut dit romain, bras tendu, doigts collés. Or c'est ici un film de commande. En d'autres termes, quand par salut romain on fait référence au fait de jeter le bras et de le tendre avec les doigts collés paume vers le bas, on fait référence à un geste codifié précisément par le régime fasciste italien. Donc cette ligne de défense, elle est plutôt à charge. Ouais, ok, bon, mais il est autiste, il sait pas ce qu'il fait. Oui, c'est un génie, et c'est pas ce qu'il fait, les deux sont pas exclusifs, hein. Il arrive à être PDG de 10 000 entreprises et tweeter 150 merdes par jour en même temps. Tu peux pas comprendre, toi, t'as pas des milliards, alors ta gueule. Pourquoi je ressens le besoin de défendre ce type alors qu'il en a rien à faire de moi et que lui lécher les bottes, ça me rendra pas plus riche ni plus heureux? Eh ben parce que c'est tout. Allez, dégage, je veux plus te voir. Non, je pleure pas. Dégage, me regarde pas. Vous savez, tout ça, en fait, c'est une question de cyberlibertarianisme. De quoi? Oui, on peut dire techno-libertarianisme, si vous préférez. C'est une philosophie politique née à la Silicon Valley dans le début des années 90. C'est une forme de libéralisme de marché exacerbé. Un peu comme le néolibéralisme, en somme. Oui, si on veut, mais ce qui différencie le cyberlibertarianisme, c'est son déterminisme technologique. Vous aimez les mots compliqués, vous, hein? Le déterminisme technologique est un courant de pensée selon lequel la technique ou la technologie évolue en dehors du cadre de la société. La technique influence la société, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que peu importe ce que peut penser la société, de nouvelles technologies feront surface et changeront d'une manière ou d'une autre cette société. Pour les personnes qui adhèrent à ce courant de pensée, il est donc inutile de vouloir contrôler ou simplement réguler le progrès technique, car on ne peut pas l'arrêter quoi qu'on fasse. Pour beaucoup, il faudrait même plutôt embrasser ces progrès technologiques, car ce serait, je cite, une infinité d'opportunités pour atteindre la richesse, le pouvoir et le plaisir sensuel. C'est un peu bizarre. Ouais, un peu. Et vu que ces technologies sont notre salut, ce serait immoral de lutter contre, voire juste de les réguler. Et l'innovation technologique, c'est très bien, mais tout dépend de comment ces nouvelles technologies sont utilisées et par qui elles sont contrôlées. Une nouvelle technologie peut être utilisée par exemple pour rendre le travail d'un corps de métier moins pénible et permettre aux travailleurs et travailleuses de s'émanciper, d'avoir plus de temps libre ou d'apprendre de nouvelles compétences. Ou alors elle peut être utilisée pour détruire simplement le métier en question et jeter les gens qui travaillaient à la rue. On peut décider d'utiliser une nouvelle machine ou un nouveau médicament pour sauver des millions de personnes en rendant ces trésors médicaux largement disponibles, ou on peut décider de les rendre tellement chers d'accès que seules les personnes riches pourront en profiter sans devoir s'endetter.
C'est pour cela que beaucoup de personnes argumentent qu'il est important de réguler l'utilisation des nouvelles technologies, afin qu'elles soient utilisées pour le bien commun. Mais c'est pas ce qui se passe en général. Et c'est ça le truc avec le déterminisme technologique, c'est que ça déresponsabilise et ça dépolitise la technologie, ainsi que notre rapport aux ressources naturelles et aux humains. En matière technique, il n'y a ni nécessité ni fatalité. Aucune technologie n'est inscrite dans le marbre du destin pour la simple et bonne raison que l'origine de la technique n'est pas la technique elle-même, ni même la providence, c'est simplement le social. Autrement dit, la conception technologique est déterminée par des choix humains, des sélections humaines en valeur qui sont extérieures à la sphère technique. Ce qu'on appelle le déterminisme technique des technologies, ou encore la flèche du progrès, c'est une illusion du prêt-à-penser. C'est une dangereuse illusion même. Et à cet égard, je voulais donner un petit guide de détection des discours déterministes lors d'un moment où une technologie émerge. C'est en 3 étapes. La première, ça commence avec un discours très enthousiaste et un peu benet du style « ceci est une révolution ». Dans un deuxième temps, lorsque les premières craintes et les premières inquiétudes, voire les volontés de réflexion tout simplement émergent à propos de cette technologie, on explique que finalement, non, c'est pas si révolutionnaire que ça, et que ça n'est que la continuation de ce qui se faisait déjà dans le passé, mais bien sûr en mieux, sinon on ne le ferait pas. Vous savez, ça c'est le « nous sommes déjà des cyborgs » d'Elon Musk qui cherche à justifier Neuralink. Et dans un troisième temps, voyant que les 2 premières étapes de la rhétorique ne suffisent pas à calmer les inquiétudes ou les volontés de réflexion, on se replie sur l'argument d'autorité, et là, le déterminisme se révèle au grand jour, et on dit, de toute façon c'est inexorable, c'est comme ça, c'est le mouvement de la technologie, ne pas prendre le train en marche, c'est être arriéré, conservateur, prendre le risque d'être totalement déclassé économiquement, existentiellement, techniquement, etc. Soit. Vous l'aurez compris, si je suis là aujourd'hui, c'est pour expliquer à quel point cette idée du déterminisme technique est une dangereuse arnaque. C'est une dangereuse arnaque pour au moins 2 raisons. La première, c'est parce que ça engendre un sentiment de déresponsabilisation bien commode du style « c'est pas moi, c'est la technique qui veut ça ». Et donc, on ne change rien. La deuxième raison, peut-être plus insidieuse que la première, c'est parce que ça permet de faire accepter tout et n'importe quoi à la société en construisant un simulacre d'acceptabilité sociale. Je dis simulacre parce que l'acceptabilité sociale authentique d'une technique ne consiste pas à la faire rentrer par effraction dans le social, mais bien au contraire, c'est-à-dire dans la vie des gens, mais bien au contraire, à faire rentrer le social dans la technique. Et j'insiste sur ce qui va suivre. Cette responsabilité, ça n'est pas uniquement celle de l'État. Ça ne l'est plus, en tout cas, c'est plus possible. Il est grand temps que les entreprises, qui sont devenues des acteurs sociaux massifs, jouent le jeu, notamment les entreprises de la tech, qui font la technique au quotidien. Il est grand temps qu'on substitue au modèle d'innovation classique, l'innovation sauvage, un modèle d'innovation civique et citoyen. Et tout ça, ça vient d'une fusion entre les personnes qui se lançaient dans la tech à la Silicon Valley et les hippies dans les années 60. Et ces hippies voulaient, à travers la technologie, rejeter la tyrannie. Ils se voulaient donc déjà libres de toute contrainte. Plus tard, Bill Clinton va encore plus loin et libère Internet en offrant la gestion des infrastructures du web aux entreprises privées. John Perry Barlow révèle même un manifeste sur le cyberlibertarianisme au Forum mondial de l'économie en Suisse. C'est plus très anard comme ambiance, j'ai l'impression. En effet, mais il reste quelques points hérités des hippies. Par exemple, une chose est claire dans leur manifeste. Le gouvernement, c'est de la merde et ça empêche la liberté. Une liberté que les nouvelles technologies apporteront. Mais ils ne parlent jamais dans le manifeste de capitalisme ou de corporation. Comme les hippies d'autrefois, ils restent très vagues sur leur position politique. Ils luttent entre guillemets contre l'injustice sociale sans jamais vraiment creuser les problèmes systémiques qui causent ces injustices, sans jamais les définir. Lorsqu'ils parlaient de liberté, c'était plutôt de liberté individuelle, sans interférence gouvernementale. C'est être libre de faire ce que tu veux, contrairement à la liberté sociale, être libre des violences
violence, être libre des discriminations, être libre de la pauvreté. Ils se sont revêtus d'une couche de progressisme social sans en avoir la substance. En réalité, tout ceci n'est juste qu'une instrumentalisation du concept de liberté. Maintenant, ces personnes sont libres d'accumuler des richesses inouïes, libres de maltraiter leurs employés, libres des impôts qui les forceraient à participer à l'entretien de la société. Mais pour que tout cela reste le cas, il leur faut promouvoir des politiques de droite ou d'extrême droite, car ce sont celles qui protègent ce genre de liberté. What we see right now is the tech industry trying to cement its power, trying to make sure that it won't be held to account as it increasingly tries to breach labor regulations, breach environmental regulations, and things like that, but also to make sure that they won't be effectively taxed, right? And that is a big part of the reason why they're not just embracing the Republican Party, but right-wing and extreme right-wing parties around the world, because they want to evade the type of regulation, the type of antitrust and competition scrutiny that, say, the Democratic Party or more centrist and progressive parties around the world are, threatening the tech industry with or even moving forward with. If your only definition of freedom is, I can do what I want, and not, society should be a place where we look out for each other so we can all thrive, you get little tech kings running the show for them and their powerful, racist friends, convincing you that because they can do whatever they want, it means that you can too. But that's not how it works. Their freedom doesn't trickle down. Et en fait, c'est ça le fin mot de l'histoire. C'est pas simplement la question de savoir si Elon est un nazi ou non, c'est plutôt de savoir si on veut d'une société qui donne l'impunité et la liberté de faire n'importe quoi à quelques individus juste parce qu'ils sont des entrepreneurs riches. Et pour être clair, la réponse est oui. Oui, bien sûr, oui. Mais moi je transforme les animaux en robots, c'est mon truc. Ah, c'est cool ça. C'est une sorte de petite start-up que j'ai lancée. Trop bien, merci beaucoup. C'est avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, en espérant vous revoir bientôt, sous de plus mauvais augure. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Après, voilà, c'est à vous de voir si vous aimez la réussite ou Bref, Martin et Matin, tous les matins en se levant, Martin Matin, ne sait pas ce qu'il attend. Des yeux et cornes de dragon, sorcière, Yoann de Cro-Magnon. C'est en réalité Steve Wozniak qui a créé l'Apple 1 et 2 grâce aux ressources... Je peux plus parler dans la vie. Ces gens, Jobs, Musk, Bezos, ils ont les moyens de réécrire leur propre histoire. Ils choisissent leur propre biographe. Ils déterminent la... Il s'est quand même fait, en 2021, 10... Il faut que je ferme ta gueule à ce téléphone de merde. Arrêtez de discuter avec moi, les gens. J'ai rien à vous dire. J'ai rien à vous dire d'intéressant, je fais semblant. Je fais semblant sur internet, mais en fait, je ne dis rien d'intéressant. Arrêtez de m'envoyer des messages. Non mais vous voyez, c'est juste parce qu'il est autiste qu'il fait ça. Non mais moi je vais vous dire un truc, monsieur le diable, et je vais être très franc avec vous. Les autistes, je les connais bien, et ils sont tous fans du connard en bleu qui m'empêche de faire ce que je veux tous les jours. Ils sont pas fans de gestes nazis comme ça, je suis désolé. Vous êtes sûr? Oui, et en tant que docteur, je dois bien avouer que je trouve ça un peu psychophobe comme argument. Bon merde alors. Bah allez, faites pas la gueule. Au moins il est fort sur Path of Exile. Ah ouais, c'est vrai.